j'ai l'impression que cette soi-disant esthétique de la dérive que le film mettra en place, elle se construit d'abord par rapport à ce qu'on attendrait supposément d'un film et moins par rapport à ce que le film propose intrinsèquement en lui-même. C'est un film d'un cinéaste espagnol. Je crois que ça se prononce... Franco-espagnol. Franco-espagnol. Oui, bon, ça n'a aucun rapport avec le... C'est pour la prononciation, en fait, que ça me pose question. C'est-à-dire Oliver Latche. On va dire c'est comme ça. Qui a été présenté à Cannes, qui est reparti, si je ne me trompe pas, avec le prix du jury. Oui, tout à fait. Et qui est un film qui se passe dans le désert marocain, bien que ce ne soit pas tout à fait dit explicitement dans le film. Et dans lequel on va... Donc le film se passe dans le milieu en fait des rave parties, voilà, de ces fêtes techno qui sont organisées en plein milieu du désert, dans lesquelles va apparaître le personnage de Sergi Lopez, Luis. Sergi Lopez. Oui, bon. Luis, si je ne me trompe pas. Ainsi que son fils Esteban. C'est ça, qui sont en quête de la fille de Luis, donc la sœur d'Esteban, qui serait peut-être quelque part dans l'une de ces fêtes. Et donc, Luis va aller à la rencontre des danseurs, des participants de ces fêtes pour essayer d'avoir des informations, essayer de localiser sa fille. Et il va notamment les suivre avec sa voiture en direction d'une fête mystérieuse qui serait encore plus profondément quelque part dans vers le la désert. Mauritanie. Ouais, frontière de la Mauritanie. C'est ça. Et donc le film est une sorte un peu de quête au milieu des étendues désertiques, film qui frise un petit peu toujours avec, on va dire, la spiritualité, la métaphysique. Alors qu'il y a une troisième guerre mondiale qui est effectivement, il y a décrété, donc c'est un semi-film de science-fiction. Ouais, c'est ça, pré-apocalyptique. Mad Max dans le désert, en fait. C'est ça. Mad Max du coup. Mad Max Techno, en fait. C'est ça. Voilà, un film qui a fait grand bruit à Cannes, qui est LOL. Très largement, c'est vrai, c'était pas voulu, mais c'est vrai, qui est très largement plébiscité par la critique. Consensus qu'on va pas tout à fait refléter, puisque là, c'est plutôt Loïc qui aime beaucoup et Elias et moi qui aimons moins. Donc on sera... Mais c'est bien, comme ça on apporte une parole un peu... Voilà, c'est ça, on va discuter. Discordante / complémentaire par rapport à... Alors, porter des gants de boxe. Ah mince, je les ai oubliés. On va devoir le faire à main nue. C'est ça ton activité, c'est ça. Fais gaffe à tes pommettes, mon vieux. Alors, j'aimerais préciser d'avance que pour parler du film dans son intégralité, on va devoir spoiler. Et même si vous n'aimez pas le film, je pense que vous partagerez mon avis qui est de ne pas aller voir le film... Ne pas aller voir le film, on est d'accord. Non, qui serait de... En fait, il faut pas gâcher la surprise. Allez voir le film avant de nous écouter. Alors moi, il y a une part provocatrice qui a juste envie de spoiler. Bah alors, non mais... mais non. En fait, mais comme je me tiens, spoil obligatoire, c'est clair. Après, on va commencer déjà. De toute façon, on va pas révéler, je pense, la fin, même si... Criticat a aimé aussi, mais est-ce qu'il faut écouter Criticat ? En règle générale, souvent. Oui. Souvent, ils ont quand même souvent une... Mais là, effectivement, je suis pas tout à fait d'accord. Belle Mais, bref, tout ça pour dire, on va pas forcément dire, genre, à la fin, il se passe ça, mais effectivement, on va dévoiler, on va dire, ce qui se déroule dans la deuxième partie du film. Voilà. Et notamment quelques surprises, que le film... Voilà, notamment, je vais, pour parler un peu du film, partir du spoil, en fait. Ah, ok, on y va direct, donc parce que j'ai la sensation que tout le film tourne autour de ça, et qu'en fait, son entreprise est celle-ci, c'est qu'elle part du choc. Tout le monde, tout le monde. Ouais. Beaucoup de gens, moi compris, autour de moi, à qui j'en ai parlé, même toi qui est pas forcément fan du film, je sais pas non, toi tu l'as pas vécu comme un choc, mais il y a un moment au milieu du film, à peu près au bout d'une heure, je saurais pas exactement le timer, où un des personnages... Allons-y Franco. Où le fils de Sergi Lopez meurt. Ce brave Esteban. Dans un accident. Dans un accident nul, en plus. Qui est vraiment celui de... leur voiture qui est au fond du convoi, qui tombe du haut d'une montagne et met en totale sidération la majorité des spectateurs. J'ai souvenir devant le film d'avoir moi-même déjà eu un moment de choc pur de plusieurs minutes à partir de ce moment-là, mais aussi dans la salle où il y avait pas mal de vie. C'était une grande salle des Halles, c'était bondé, donc il y avait quelques personnes qui rigolaient de temps en temps, quelques remarques, etc. Et à ce moment-là,
le choc est complet. Vraiment, ça méduse. Ça méduse la salle. Très bon terme, j'aime bien. Et je pense que, déjà, faut le dire, j'ai jamais eu cette expérience de sidération et de choc au cinéma devant un film face à une mort. En fait, j'ai tellement été habitué dans les films récemment, ou même dans les images médiatiques que je vois d'habitude à la mort, qui est banalisée, qui est presque esthétisée, romancée, un peu tout ce qu'on veut, que j'ai oublié ce que c'était que de ressentir le choc de la disparition d'un être vivant. Et le film a réussi à me faire ressentir ce choc. Pourquoi ? Parce qu'il développe dans sa première partie, donc qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, un sentiment de stase proche de celui de la musique techno. La musique techno, c'est pas du tout comme les autres styles d'électro, où en général on cultive une sorte de montée pour arriver à un drop qui va être le moment d'extase où tout le monde va se mettre à chanter, qui serait potentiellement une sorte de refrain, par exemple, en électro. Il y a une sorte de suspense. Voilà. Ici, la techno, c'est... Ferme ta gueule. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle, ça. Ça marche bien. Donc, c'est basé sur une répétition, sur une boucle, pour créer justement l'effet de stase. Et c'est pour ça que souvent, la musique techno est accompagnée de drogue, parce qu'elle vise à cet état où le corps va s'auto-piloter et va en fait rentrer dans un espace où on arrête de réfléchir et simplement il se met en mouvement tout seul. Même les BPM qui sont choisis, le rythme, etc. est vraiment fait pour créer dans le corps un ressenti physique de trance, de danse. Et donc le film va, pendant ces 45 premières minutes, créer une boucle où après, on va dire, une introduction dans une rave où on découvre les personnages qu'on va accompagner, on rentre dans une sorte de road trip plutôt classique, dont on n'a pas manqué de mentionner les inspirations de Sorcerer de William Friedkin, où on suit une sorte de petit convoi, 3 véhicules dans le désert qui affrontent à timing régulier un obstacle. C'est un courant d'eau, c'est un chemin fin sur la montagne, c'est un manque d'essence, une station essence où il y a plein de gens. Un enlisement, voilà. Il y a beaucoup comme ça d'obstacles qui font qu'au bout d'un moment, même en tant que spectateur, on s'habitue à une forme routinière du film. Le film nous a prévenu, on a une trajectoire. C'est la rave party où l'on va chercher la fille de Sergi Lopez. Donc on s'attend à une construction plutôt classique, c'est-à-dire... Le trajet va être le sujet du film et la finalité aura lieu dans cette soirée techno où se reposera peut-être la question de revoir une soirée, comme au tout début. Soirée pas forcément d'ailleurs parce que ça a lieu de jour, on va dire une rave. Et donc le film nous habitue comme ça presque à ce phénomène de trance par aussi divers outils de mise en scène, notamment les fondus enchaînés qui ont pour recherche de un peu noyer presque les choses dans une sorte de lave tiède et de nous mettre en apesanteur pour que le moment où le film va complètement décrocher, c'est-à-dire à la mort du fils, on soit complètement choqué. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un choc visuel de voir un enfant mourir au cinéma, même si évidemment ça joue, parce que c'est la victime qu'on attendait le moins de cette équipe, parce qu'il y a une sorte de règle tacite comme ça, morale au cinéma, qui est celle de ne pas tuer les enfants. Je précise juste, on ne voit pas tout à fait l'enfant mourir. On voit on voit qu'il chute, mais le film nous épargnera la vue du cadavre, de la conséquence de cette chute. Oui, tout à fait. Pas un film. Moi, je m'attendais à un film assez violent. Mais c'est pas un film choquant dans les images qui montrent. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, le film va totalement changer parce que on comprend très vite que la fille en fait de Sergi Lopez est un peu évacuée. Tout d'un coup, le scénario ne va plus comme on l'avait pensé tout droit vers cette seconde rave et prend plutôt l'allure, d'ailleurs que je trouve plutôt belle, du camion dans le champ de mine, qui va partir tout droit, avoir une mine qui va exploser sur son pneu gauche et comme ça va partir à la dérive. Et je pense que l'idée notamment de Oliver Latché, c'était de partir un peu de l'origine historique de la musique techno, qui est une musique
qui a pour valeur un peu le deuil et la mélancolie. D'ailleurs, ça n'aura pas manqué à beaucoup de gens qui ont entendu de la techno dans leur vie de remarquer cet aspect presque mortifère, mélancolique, triste, qui transporte une sorte de nostalgie d'un temps passé. Et c'est une musique qui a beaucoup émergé dans la scène berlinoise pendant la guerre froide, notamment parce qu'elle incarnait chez les jeunes qui allaient en soirée techno une façon d'oublier les problèmes, d'oublier la tension, et notamment celle de la guerre atomique, qui est du coup représentée ici dans le film par un équivalent qui serait cette potentialité de Troisième Guerre mondiale, où les gens vont essayer d'oublier qu'il y a des problèmes en se réfugiant dans des moments où ils vont lâcher prise totalement avec le monde physique. Que nous dit Thomas ? Je trouve que le choc de la mort du fils tient moins au brutal passage d'une transe à une sorte de concrétude du réel qu'une matière très maîtrisée de distiller un sentiment d'inquiétude, de suspense même, dans les scènes qui précèdent, et aussi la manière très surprenante dont le fils meurt. C'est une manière assez classique, Hitchcockienne, de maintenir l'attention du spectateur. Il y a Benoît Rouillet qui nous dit que la disparition du chien avant alimente ce côté de suspense ou d'angoisse vis-à-vis de la mort. Tout à fait. Donc, où est-ce que j'en étais, pardon ? Oui, donc c'est une sorte d'esthétique du deuil, et c'est pour ça que la deuxième partie du film va se concentrer vraiment sur cette question de ok, maintenant, que faisons-nous et que fait le film face à la mort de l'enfant ? Et ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'au moment où l'enfant est mort, après les quelques minutes de choc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un cinéaste va pouvoir matérialiser, on va dire, le deuil, presque la guérison du père, parce qu'il lui reste 1 heure de film. Est-ce qu'il va faire ça à la truelle ? On va le voir retrouver sa fille, avoir une sorte de sourire, de larmes à l'œil, rien du tout. En fait, c'est insurmontable de voir son enfant mourir devant ses propres yeux, et le film en est parfaitement conscient. C'est pour ça qu'il tombe dans une sorte de seconde phase où presque ce que les personnages, on va dire, de ravers qu'il rencontre au Maroc ont dans leur chair, le deuil d'un temps passé. Il y en a un qui n'a plus de bras, enfin qui a perdu un bras, l'autre qui a perdu une jambe, et donc on comprend sans jamais le traiter que ces personnages ont tous probablement vécu un deuil, si ce n'est le deuil de leur propre corps. D'autant plus que il y a cette esthétique de la dérive. On a déjà parlé du concept un peu de déserteur, c'est-à-dire déjà au-delà du jeu de mots déserteur, de s'éloigner du monde. Un des personnages, d'ailleurs celui à qui il manque une jambe, va chanter dans le film Le déserteur de Boris Vian. Oui, avec le paradoxe aussi qu'il y a un des deux camions qui est un camion militaire. Et l'autre qui est une ambulance. Qui est une ambulance, il y a écrit infirmerie dessus. Ok, ouais. Enfin voilà, pardon, ouais. je te laisse continuer. T'inquiète. Et attends, du coup, j'en étais où ? Et oui, donc le film nous emporte dans sa deuxième partie. Maintenant qu'on est dans une forme de deuil, qu'est-ce que vont faire les personnages ? Ils vont se trouver au milieu d'une table rase du ciné-club d'Elias. En fait, ils arrivent en plein milieu. Et il n'y a plus rien. Ils vont tous prendre une sorte de concoction chamanique, herbacée de drogue, et se mettre à danser sur de la musique techno pour continuer à oublier. Problème, ils sont dans un territoire qui ne va pas leur laisser faire... Ils sont sur un terrain de mine. Terrain miné. Oui, tout à fait. Et en plein milieu de la scène, deuxième choc, une des raveuses explose sur une mine. Le film, donc, déjà renouvelle ce premier choc par, encore une fois, une déviation. On se dit, ça va être la question du deuil du fils. Non, ça va être une question de survie pure maintenant pour ces personnages qui vont devoir, donc, comme le dit Sergi Lopez, juste retourner vers la montagne pour essayer de trouver un espace dans lequel il n'y a plus de mine. Et va s'enchaîner une sorte de chaîne de scènes que j'aime beaucoup, qui va être donc cette question: comment est-ce que matériellement, avec nos outils, on va pouvoir revenir et essayer d'éviter le champ de mine. D'abord, ils envoient un premier camion, ensuite un deuxième, et ensuite, un à un, ils essayent d'avancer. Et j'aime beaucoup comment le film opère comme ça, donc à 2 reprises, une sorte de basculement total, une désertion presque de son projet initial, de son scénario. J'admets que cette scène-là se termine j'aime pas trop la façon dont se termine cette scène, c'est-à-dire le plan où on suit
les 2 ravers restants fermant les yeux, avançant, qui est le début d'un très beau plan séquence où on se dit il va avoir la radicalité de filmer le moment en entier, et en fait il l'interrompt au moment où ils ouvrent les yeux. Oui, mais on peut supposer qu'ils sont arrivés quand même, qu'il a filmé toute la traversée. Ah, c'est comme ça que tu le ressens? Moi, C'est pas clair, Ouais. mais on peut se poser. Et le film va finir par se conclure par eux qui ont rejoint un train qui traverse donc le pays, rempli, enfin presque plus que rempli, couvert de gens du pays, c'est-à-dire de vrais Marocains qui vivent dans leur chair potentiellement la dangerosité de l'espace. Ouais. Oui, les musulmans. Ouais. Et ils vont plus faire ils vont plus naître, ils ne vont naître plus que des silhouettes parmi tous ces gens. Le monde hostile, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire de penser à autre chose, d'oublier, etc., se rappelle à eux malgré tout. Et presque le monde des mines, du danger de partout, va les ramener sur Terre, va les ramener parmi tous les autres. En fait, vous n'êtes que vous devez vous ne pouvez pas être meilleur et au-dessus de ces gens-là. C'est... Ouais. Bah, il y a aussi on pourrait dire un symbole de mise en scène assez net qui serait finalement cet espoir qu'ils pouvaient avoir de trouver un peu un sorte de contre-monde dans les raves, etc., finalement échoue et à la fin ils finissent très directement sur les rails. Oui, tout à fait ça. Oui. Et moi j'aimerais continuer sur ce que tu dis et j'ai trouvé ça hyper intéressant et qui apporte une lecture à laquelle j'avais pas pensé pendant le film. Et il faut préciser que j'ai eu un rapport assez complexe au film puisque... Attention, cancellez-le hein, pour ce qu'il va dire. Pendant la séance, je me suis rendu compte que je dormais. La techno me faisait dormir. Et du coup, pendant toutes les scènes de techno, on a dit, tous les commentateurs ont dit que c'était le point culminant du film. En fait, j'ai dormi et je me suis réveillé pour le récit. Et du coup, j'étais dans un état assez étrange. Moi, j'accrochais vraiment pas à ce qui se passait. Et j'ai loupé un peu le côté trans, etc. dont tu parlais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de l'idée du choc que tu dis, puisqu'elle s'indexe à un processus de deuil et aussi à un processus d'une réalité, etc. Je suis pas forcément d'accord avec Thomas sur la primauté du Hitchcockisme dans le film, puisqu'il y a quelque chose d'assez lacanien dedans. Lacan disait le réel, c'est ce contre quoi on se cogne, et dans la théorie lacanienne, en gros, l'inconscient est un langage, et qu'en fait, le réel est un choc qui est non-verbal. Et c'est comme ça que se traduit, la mort de l'enfant, de ce corps qu'on va pas regarder, qui pétrifie en fait, et aussi, de ce non-verbal de la disparition de la fille, et qu'en fait, c'est autour de la question de la disparition de la fille que me semble se rejoindre cette question de la mort de l'enfant, c'est-à-dire qu'il affronte ce dont on se doute, c'est que la fille est décédée, et que du coup il réaffronte une seconde fois, et de même pour le champ de mine, on réaffronte ce dont on se doute, mais auquel il ne se frotte pas, la question de la guerre. Cela dit, pour continuer sur la question artistique et des comparaisons entre le film et... Oui, pardon, on m'entend mal. T'inquiète. Je fais n'importe quoi, je tourne tout le temps le micro, voilà. Je l'ai vissé comme ça, tu bouges. Voilà, cela dit, et en continuant, parce que c'est un film qui est extrêmement comparé, donc on a dit Mad Max, Fury Rave, j'ai lu ça dans le chat, je reprends la blague. Oliver Friedkin. Voilà, tout ça, voilà. Cela dit, moi, le film m'a beaucoup fait penser à un Losey qui s'appelle Two Men in a Landscape, je sais plus exactement le titre. Deux hommes en fuite. Deux hommes en fuite, ouais. Qui est un film qui fait... le film de Losey est un film assez abstrait, pareil, avec une question de guerre qui se rame autour. On suit Macaulay Culkin et je me souviens... Macaulay Culkin. Non, pas Macaulay Culkin, mais le mec de Orange Mécanique. Ah,
Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. On suit dans un champ de mine l'enfant de Home Alone. C'est le 3. Ouais, et il saute en fait. Je suis pas allé à New York, je suis allé au milieu d'un champ de mine en fait. Pareil. Maman, j'ai encore. Mais alors Maman, j'ai raté le train. C'est lui qui pose les mines pour piéger les cambrioleurs. Oui, tout à fait. Bon, bref. Qui est un film qui est assez proche. La recherche de la fille, c'est l'Adventura. Oui, mais il y a un côté assez abstrait. En fait, il y a quelque chose d'assez proche dans le film de l'abstraction, puisque même dans ce lien qu'on peut faire avec Deux hommes en fuite, qui est un film assez abstrait, inscrit dans des paysages non sans trop être situé, et c'est un peu la même chose. On sait pas trop. On sait que c'est au Maroc, mais on sait pas trop où c'est. On a un point. Il faut un peu le deviner parce que c'est pas vraiment dit. Et puis on est dans l'Atlas, voilà. On a un rapport assez abstrait aussi aux personnes, au paysage, puisque le film va s'ouvrir aussi en filmant assez longuement les paysages, les systèmes, etc. Voilà. Donc il y a un rapport à l'art et un rapport donc au religieux, à la mystique. Je dirais... le film s'ouvre par une définition de ce qu'est le Sirat, un pont entre le ciel et l'enfer. Il y a une comparaison assez évidente entre, je me souviens plus du nom, mais entre la pierre de la Mecque, et les caissons de musique techno. Voilà, il y a un rapport qui se joue. J'y avais pas pensé. Allégorie politique un peu loin. Les ravers deviennent des migrants après vous. Oui, mais justement, je vais y venir. Mais du coup, la Mecque est littéralement... Enfin, même, il y a un moment dans le film, on la voit. Littéralement, oui, mais effectivement. Là, j'ai été réveillé à ce moment-là. Voilà. Mais voilà, donc il y a tout ce rapport aussi un peu à la mystique, sans doute la mystique soufie, qui est une mystique qui vient de ces endroits-là, du Sahara, etc., du Maghreb. Tu peux rappeler ce que c'est ? Je suis pas hyper spécialiste, mais c'est quelque chose qui tourne autour d'une expérience assez personnelle de la foi, et qui est quelque chose qui s'oppose à quelque chose d'autre qui est né, où il y a une sorte de conflictualité, surtout au Maroc, une autre branche de l'islam qui est née un peu plus tardivement, mais qui est malheureusement plus connue, qui est la salafia, le salafisme, qui est une approche très rigoriste, très proche des textes, alors qu'on est dans la mystique soufie plutôt de l'ordre de l'expérience. Je ne suis pas islamologue, donc dites-moi si je raconte n'importe quoi. Mais pas islamophobe non plus, ce qui fait de toi quand même quelqu'un de respectable. Voilà. Mais voilà. Donc on a un rapport mystique. Il y a un moment donc où Louis va marcher sans se poser de questions, qui est proche de l'acte de foi, qui fait penser. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de survivre. Oui, tout à fait. Et la question de l'acte de foi. Et donc il y a cette relation dans le film entre la foi, le choc, etc. Et qui me semble, alors je dirais pas mais qui me semble assez complexe et assez incohérente, parce qu'il y a à la fois donc ce rapprochement entre la mystique soufie, cette forme d'expérience intime de la foi vécue à travers la techno, et en même temps cette sorte d'opposition du fait que les autres ravers ne font pas preuve d'un acte de foi similaire à celui de Louis, qui est plutôt réticent à cela. Il y a un ensemble de choses qui me paraissent théoriquement incohérentes, en fait, dans le film, et que je dirais qui s'approche, en fait, d'une approche assez naïve de son cinéma. J'ai l'impression que Oliver Lache et en fait assez naïf dans les moyens qu'il met en œuvre, qu'il est habité effectivement qu'il est habité effectivement d'une foi, d'une mise d'une envie plastique aussi. Oui, matcha latte. Bref, pardon, on fait pas de blagues. Mais que cela est en fait présent assez naïvement dans le film. Et du coup, je trouve que le film souffre de cette naïveté, puisqu'il y a un ensemble de choses qui me posent problème dans le film, notamment le fait que j'ai un avis assez similaire à oui, mais je trouve que le film se passe au Maroc, mais filme pas les Marocains, et met pas forcément en question le statut de ces ravers français et espagnols au Maroc, français et espagnol, donc où l'histoire
un rôle, puisque la France comme l'Espagne ont été des colonisateurs du Maroc et qu'il y a encore des enjeux coloniaux entre l'Espagne et le Maroc aujourd'hui. Voilà. Et je trouve que c'est très difficile. Je sais pas si vous aviez parlé du rire et le couteau. Oui, tout à fait. Ouais, mais je trouve en fait très difficile puisqu'on est à une époque où les films sur ces relations entre des Européens et des pays africains sont prises de manière très discursive, très réflexive, etc. Et j'avoue que moi, je me situe plutôt de ce côté-là et j'apprécie plutôt ce côté-là que une énième expérience sensorielle en Afrique. Voilà. Mais c'est drôle parce que pas mal de gens ont parlé d'expérience sensorielle devant le film, et en fait je suis pas trop d'accord dans la mesure où justement ces moments sur de la musique techno, physique. Je suis plus d'accord de ce côté-là, dans la mesure où on n'est pas mis dans un état un peu de transe par le film, on est mis dans un état au moment du choc émotionnel. De sidération émotionnelle et non pas... Après, on peut être emporté par l'utilisation de la musique aussi. Il y a des moments où il y a un certain temps dans la contemplation de la danse qui fait qu'on peut aussi être nous-mêmes un peu... Mais j'ai pas l'impression que ce soit la direction esthétique dans laquelle il se soit mis. Enfin, je veux dire, on en a vu plein des films qui essayent comme ça de mettre dans un état de transe en filmant de la danse, en filmant de la lumière, en montant d'une certaine façon, et j'ai pas du tout l'impression que le film nous mène à ça. J'ai l'impression qu'il essaye d'abord, dans sa première partie, quand il filme la danse, de la regarder presque... pas objectivement, mais en tout cas de l'extérieur. Et à quoi ça ressemble. Exactement. Et ensuite, non pas de nous faire expérimenter ce que c'est que d'être dans le désert physiquement, mais plutôt émotionnellement être arrimé à quelque chose qui nous dépasse. Alors, je vais moins rebondir sur ce que tu as dit, Elias, même si finalement, d'une certaine manière, ça va se lier à cette question de la naïveté un petit peu, mais je vais utiliser deux choses que vous avez dites, mais pour faire un diagnostic différent du tien, Loïc. Tout ce que tu as dit tient tout à fait debout et effectivement, c'est relativement représentatif d'un certain nombre d'exégèses qui ont été faites sur le film. Mais j'avoue qui, moi, me convainquent pas forcément. Loïc, tu as dit qu'il y avait quelque chose de profondément mélancolique dans la musique techno. Ouais. Elias, on passait finalement, avec la quête de la fille et la mort du fils, d'une disparition à un deuil. Et donc il y avait une forme de connexion. C'est deux choses qui me permettent en fait de relativiser le choc de ce premier deuil, d'une certaine manière, dans la mesure où il ne détonne pas tout à fait avec ce qui était en fait mis en place auparavant. Je suis d'accord que le film réussit deux gros effets de surprise, que sont ces deux morts, l'enfant et la mine, et que ça, c'est tout à fait à mettre à son crédit. Bon, vous devinez que je vais nuancer après, mais ça me semble vraiment être à mettre au crédit de Latché. Maintenant, en gros, au-delà de la surprise en tant que telle, moi, je suis un peu circonspect des remarques qu'on fait sur la forme du film qui serait une série de dérives ou l'idée que le film bifurquerait un petit peu à mi-chemin ou à plusieurs reprises, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que de deux choses l'une. Soit on compare le film à d'autres films en disant, contrairement à d'autres films, je pense à ça parce que j'entendais François Bégodeau qui parlait du film et qui a utilisé plusieurs fois ce type de raisonnement en disant, par exemple, on n'a pas de backstory des personnages, ce qu'auraient fait beaucoup d'autres films, on n'a pas une intrigue forte qui va driver le film, contrairement à d'autres films. Ça. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un partisan de la critique par comparaison avec ce que serait une forme dominante du cinéma. Je peux me permettre une contradiction. Ça nous habitue quand même. Quand on regarde des films, d'autant plus quand on en regarde beaucoup comme nous, on est habitué à une certaine structure scénaristique, à certains motifs qui font que quand le film ne l'emprunte pas, c'est quand même à mettre à son crédit, et d'autant plus dans un aspect de découverte, en tout cas du spectateur. Pour dire que le film, en fait, ferait des bifurcations, notamment par rapport à une forme dominante, à mon avis, ça c'est un peu un raisonnement qui est plus ou moins fallacieux, parce que ça repose sur l'idée de comparer le film à une moyenne pondérée de tous les autres films, et donc forcément à la forme la plus homogène et inintéressante possible. Donc forcément, si on compare n'importe quel film
à la forme dominante dans ce cas-là de plus rassembleur et moyen. Évidemment mais que c'est tous pas les ça qu'on le films... compare. Mais tu vas te dire, le film ne suit pas de scénario, c'est à mettre à son crédit. Oui et non, enfin, le film suit un scénario beaucoup plus que beaucoup d'autres films auxquels on pourrait le comparer, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que... Par rapport à Jerry de Gus Van Sant, par exemple. Par exemple, en fait, tout ça pour dire que, à mon avis, voilà, ce raisonnement-là est pas tout à fait le plus riche parce que on va avoir l'impression que le film est extrêmement radical, ce qui ne l'est, à mon avis, un peu moins. Bref, je suis assez d'accord avec Thomas qui parle de... Si on compare Sirat et Jerry, on voit que le Latché n'est pas vraiment moderne. Sa force tient dans l'économie de son récit, finalement trop maîtrisé, situation mystérieuse de départ, enlisement choc 1, enlisement choc 2, fin allégorique. Je pense que c'est pas l'idée qu'il y a de scénario, mais qu'il y a une trame narrative qui est effectivement très prévisible pour alimenter ce que tu dis. Très prévisible dans ce film. Mais... Pour le coup, s'il y a bien un truc que tu peux pas reprocher à Sirat, c'est d'être prévisible. Très identifiable. A posteriori. A posteriori. Oui. Voilà. Donc, bref, tout ça, là où j'allais avec cet argument qui n'était pas finalement le cœur de ce que je voulais dire, mais c'est que par rapport à quoi le film dérive ou bifurque? Et à mon avis, la réponse, c'est pas grand-chose en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as présenté le film, Loïc, et c'est pas faux, mais c'est une question de degré, on va dire. Comme si il avait un but extrêmement clair, retrouver la fille à une fête, à un endroit, et que le film faisait des embardés, quoi, si on veut. Se retrouve presque involontairement à partir sur le côté, quoi. Moi, je pense que c'est pas tout à fait... ce serait un peu exagéré, parce que, à mon avis, si le film nous avait dit l'objectif, c'est ça, il faut aller à tel endroit, on va passer par tel lieu, etc., qu'il y avait une sorte de carte matérielle, si vous voulez, je reviendrai à cette question un peu de la matière plus tard, mais quel est vraiment l'enjeu qui se pose au personnage, qu'est-ce qu'il doit faire exactement, et qu'ensuite il y a une embardée, pourquoi pas? Là, effectivement, c'est une embardée. Maintenant, le film maintient volontairement une espèce de flou sur le lieu, la nature réelle de la quête du père, est-ce qu'elle est réelle ou pas, la nature réelle de la fête à laquelle on va se rendre, est-ce qu'elle existe ou pas, où est-ce qu'elle se trouve, par quelles étapes on va passer, combien de temps s'écoule, etc. En fait, le film maintient un flou tel que, à mon avis, dire que le film bifurque, c'est un peu mentir, parce que je pense pas qu'il ait de cap clair, parce que volontairement, à mon avis, il ne maintient pas, il ne dresse pas un cap clair. Et ce qui vaudrait c'est pas vrai. Je suis désolé, mais le truc de la direction, elle est claire, le cap, pour le coup, il est clair. Mais non, on sait même pas où on va, quoi. Mais dans la mesure où les ravers savent, eux, où ils vont, et qu'on est arrimé à ces ravers, on les suit jusqu'à la deuxième rave. Je veux dire, mais c'est limpide pour tous les spectateurs. Oui, non, mais on est bien d'accord que c'est à mon avis, le film, d'emblée, met en place une espèce de régime à demi allégorique qui fait que un peu tout peut se passer, quoi, d'une certaine manière, sans qu'on soit tout à fait décontenancé, quoi. Quelqu'un tout à l'heure a dit le film aurait pu presque basculer dans le fantastique, et c'est pas faux. Je veux dire, le film fait exprès de ne pas nous donner de points de repère sur plein d'aspects, quoi. À quelle époque ça se passe, dans quel lieu, enfin, je veux dire, c'est pas nommé, etc. À mon avis, voilà, tout ça pour dire que je relativiserais cette forme qui serait la bifurcation, et j'en veux, pas pour preuve, mais ce qui alimente mon raisonnement, c'est on dit, cette surprise de la mort de l'enfant, elle fait basculer le film. Mais est-ce que c'est vrai, quoi? Qu'est-ce qui bascule dans le film? Est-ce que ça reste un road trip après? Oui. Non, à partir de l'arrivée. Mais il y a genre 20 minutes et ensuite c'est les mines. Mad Max, en fait. C'est un aller-retour. Non, pardon, mais après la mort de l'enfant, le road trip continue et est interrompu par le champ de mines. Donc, l'idée que la mort de l'enfant fasse basculer complètement le film, ça me semble, du point de vue de son intrigue et du point de vue de sa mise en scène, pas vrai. À moi, voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que finalement, le film ne bascule pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire basculer. Mais je dis pas ça en jugement de valeur, mais disons, le film est volontairement flou, donc il n'y a pas grand-chose qui va être remis en cause. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je pense que ce que je préfère dans le film, c'est la scène des mines. Parce que effectivement se pose un enjeu prosaïque, ce qui n'est pas pour dire que je n'aime pas que le film ait un enjeu allégorique, métaphysique, spirituel, mais qu'à mon avis, c'est une question de avec quelles données on va le poser. Je pense que ce problème qui serait de vouloir aller trop vite à une espèce d'effet choc plutôt que de mettre en place patiemment ce qui va permettre un basculement, se ressent à une échelle un peu différente dans la scène des mines. Ce que je veux dire par là, c'est que... Rien à voir avec Olivier d'ailleurs.
Ah, mais rien à voir, c'est pas du tout le même Olivier. Ouais. Pas du tout le même, non pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup dit que le film était un film sur la matière. Toi-même, t'as dit, une fois qu'on est dans la scène des mines, on va se poser la question de matériellement comment on s'en sort. Là, pardon, mais si on compare un peu le film à Sorcerer, il n'y a pas de matière dans Sirat du tout, quoi. Ça ne sert à rien de comparer les films entre eux, Clément, il y a 5 minutes. C'est pas ça que j'ai dit. C'est que j'ai dit, ça sert à rien de comparer les films avec une projection qui serait le film moyen par excellence. Non, c'est-à-dire que C'est ça c'est que une j'ai dit tout à habitude, c'est une habitude de cinéma auquel, en tant que spectateur, naturellement, du coup, on place on s'attend à des choses dans un film parce qu'on a l'habitude de voir des films, et quand le film détruit nos attentes, d'une façon ou d'une autre, c'est intéressant de noter. Ce que je veux dire, c'est que dire le film n'est pas narratif parce que le film moyen aurait plus de scénarios. J'ai pas dit que le film était un narratif. J'ai pas dit ça, mais tu clashes. Tout ça pour dire, à mon avis, il faut relativiser ces comparaisons avec des objets qui sont immatériels et un peu des projections mentales, quoi. C'est-à-dire, oui, si on compare le film à un film extrêmement basique, oui, le film n'est pas basique. Très bien. C'est pas ça l'intérêt du film. J'ai pas dit ça. J'ai pas construit mon argumentation comme ça. Non, mais j'ai pas dit. Je dis juste que, voilà, à mon avis, les singularités du film et cette logique de... Venez-en aux mains, mais pitié, c'est le mec qui est là pour le mauvais truc. Écoutez, s'il y a 10 subs donnés, on assiste à la bagarre entre Loïc et Clément. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que cette soi-disant esthétique de la dérive que le film mettra en place, elle se construit d'abord par rapport à ce qu'on attendrait supposément d'un film et moins par rapport à ce que le film propose intrinsèquement en lui-même. Oui, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression, autour de l'engouement canois, que c'est parce que le reste de la compétition a été catastrophique que les gens étaient heureux. Mais de fait, si tu compares le film avec tous les films auxquels on le rapproche, je veux dire que ce soit Tarkovsky... Je préfère ça à Sorcerer, hein, je suis désolé. Que ce soit Tarkovsky... il y a des belles scènes dans Sorcerer. Mais... Jerry, Mad Max Fury Road, etc. C'est en dessous. Voilà. Et y compris des films contemporains. Il y en a plein que t'as cités que j'ai pas vu. Mais ceux que t'as cités, je trouve le film plus intéressant. Et donc Tarkovsky, oui, parce que moi je trouve que dans la question de l'acte de foi, il y a quelque chose de très proche de... Oui, un peu de nostalgia. La bougie. Je poursuis un peu sur cette idée. Donc j'allais donc, avant que tu m'interrompes par un ressort une fallacieux fois. Comparer le film à Sorcerer. La séquence des mines, à mon avis, c'est une excellente séquence. Vous voyez pas parce qu'il y a la bande-annonce, mais Loïc vient de sortir une lame. Il a une arme à feu comme ça pointée sur moi là. Il me tire dans l'entrejambe comme ça à tout moment. Et il fait une ref à Tarantino. Non, c'est parce que je me suis dit si le gun est en bas, c'est parce que... Bref. Mais bon, c'est absurde, t'aurais pu pointer. Vas-y, pardon. J'arrête de t'attendre. En gros, la séquence des mines, à la fois c'est ma préférée, et à la fois je trouve qu'elle montre aussi les limites du film. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est une idée passionnante. C'est-à-dire on se retrouve au milieu d'un champ de mines, comment on sort ? Et moi je commence à me faire à poser plein d'hypothèses purement matérielles. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on peut pas faire rebrousse-chemin par là où les camions sont venus ? Est-ce que le sable a effacé les traces ou pas ? Peut-être, je ne sais pas. Donc moi je me dis, matériellement, il y a 1 million de choses auxquelles on peut penser. Comment est-ce qu'on va baliser le terrain, etc. Qu'est-ce que fait Latché ? Et je trouve que c'est un exemple qui est représentatif, c'est qu'il y a un moment un plan, donc on comprend a posteriori que la stratégie des personnages c'est on envoie le camion et on voit s'il explose. Ce qui n'est pas idiot, mais comment est-ce que c'est filmé par Latché ? On voit le camion qui s'avance, qui explose, nous on se dit est-ce qu'il y avait quelqu'un dedans ? Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là. Et ensuite, le film dévoile... C'est vrai que ça, c'est un peu dégueulasse. Ça, j'avoue que de la part du film, c'est un peu... Et en fait, je trouve que le film suit un petit peu ce fonctionnement, c'est-à-dire privilégier l'effet choc à un gouffre plus précis et durable. Et là où la comparaison, à mon avis, avec Sorcerer fait défaut à Sirat, c'est que dans Sorcerer, le film est très méticuleux, précis, implacable du point de vue de la physique à l'œuvre, la mécanique des camions, l'organicité du décor, etc. Enfin, tout est... la matière est poussée à son degré le plus haut. On pense notamment à la scène du passage du pont dans Sorcerer, qui est de... Le passage du pont, absolument. Et qui comparait là à la scène du passage de l'eau. Vraiment le ridicule. En même temps, c'est pas le même obstacle. Mais c'est pas le même. Voilà, Latché entend pas faire un spectacle de fou à partir de ça. Donc ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend, en gros, ce que je veux dire, pour essayer d'être clair, c'est que dans Sorcerer, c'est parce que le film est extrêmement rigoureux du point de vue de la matière et que les personnages sont très ingénieux dans leur façon de l'aborder, que le fait qu'il n'y arrive quand même pas, ou que la nature soit quand même malgré tout un obstacle incroyable et qu'il y ait quand même une part d'arbitraire, c'est là que s'ouvre pour moi le gouffre métaphysique.
À mon avis, Sirat saute un peu les étapes et veut tout de suite accéder à la part spirituelle, etc. C'est-à-dire que quand il voit le champ de mine, il se dit, là, chaque pas, c'est un passage potentiel vers l'au-delà, c'est tout de suite voilà, la confrontation avec le... les persos sont stone. voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont stone. Il y a ce truc, d'ailleurs, qui est commun à Oui et à Sirat, non, mais de la drogue et du bad trip, quoi. Ouais. Ou en tout cas du changement d'humeur. Ouais, de la descente. Ouais, de la descente. Juste pour conclure, ça pour dire que, voilà, à mon avis, et pendant tout le film, il y a cette idée d'aller tout de suite un peu à l'effet choc, à ce qui va susciter, je dirais, un soupçon de spiritualité, mais sans forcément que la mise en scène en ait vraiment les moyens, en fait. Et c'est là où, on n'est pas forcément d'accord, mais où je trouve que Sorcerer est un film immense et Sirat pas du tout, c'est que dans Sorcerer, le film est... Les mots sont lâchés. Le film prend le temps, en fait, si on veut, d'installer matériellement le monde avant de nous montrer que finalement le monde matériel et la confrontation de l'humain au monde matériel est une porte vers un abîme qui serait notre propre impuissance, etc. Et à mon avis, Sirat fait un peu semblant de faire ça, mais en fait saute les étapes en permanence et va directement à la part la plus, je dirais, du coup, superficiellement mystique de ce qu'il nous montre. Moi, juste pour finir, parce qu'il faut pas trop que je tarde, donc je sais qu'on a... Mais juste, je voulais rebondir parce qu'il y a très longtemps, avant que vous vous battiez, il y avait quelqu'un qui parlait du rire et le couteau. Et je voulais dire que pour moi, Le Rire et le couteau, c'est un film qui se fonde sur l'impossibilité de faire film, de faire ce type de récit, de se raconter. Et donc, c'est un film qui ne cesse constamment de s'arrêter et de développer cette même impossibilité, même d'une relation, disons, naïve. Voilà. Et je pense que, enfin, voilà, je reviens sur ce que je disais, mais ce qui m'a dérangé dans le film tout du long, en fait, c'est que je pense que ce type de film n'est plus possible. Voilà. C'est-à-dire c'est que, en fait, comme je l'ai dit, en fait, faire ce type de récit, y compris s'il y a une punition dans le film, etc. Mais je trouve que c'est pas, enfin, le vocabulaire de la punition n'est pas pertinent, je trouve, pour ce genre de discours. Mais faire ce type de film sur des communautés européennes qui viennent en Afrique dans un usage du territoire qui est totalement en conflit et montré en conflit avec les populations, enfin les habitants du pays. Pour moi, ne pas le problématiser, ne pas en faire un objet au cœur de son film, personnellement, ça me pose problème. Après, je reconnais que le film a des qualités, ou en tout cas suscite des réflexions dont toi, Loïc, tu as très bien rétabli, etc. Mais en fait, moi, j'avais en dehors de aussi soucis esthétiques dont tu parles, le fait que effectivement le film me semble parler dans le langage d'autrui qui me semble pas être hyper original, que je trouve Sergi Lopez un peu aux fraises en termes de jeu d'acteur, etc. Moi, c'est un peu ce point de départ qui me dérange. Mais voilà. Honnêtement, je partage pas, mais j'entends ce que tu énonces, dans la mesure où je l'ai déjà dit, j'ai la sensation que le film le traite, et en effet, j'ai peur que si on radicalise, entre guillemets, ton idée, on interdise aux cinéastes, par exemple, qui vivent à Paris, de tourner ailleurs qu'à Paris, quoi. Non, mais c'est pas j'interdis, c'est que, enfin, je reconnais que ce film existe, etc. C'est que personnellement, c'est un problème que je me pose sur ce type de film. Mais ça veut pas dire que j'interdis à Oliver Lache de faire un film au Maroc. Simplement, je trouve que la question n'est pas problématisée dans le film. Est-ce que la question de la punition, ou enfin, quoi que ça veuille dire de cette scène de la mine, elle ne laisse pas, enfin, comme ma réflexion sur oui, mais en fait, la façon dont sont montrés les Marocains et les Mauritaniens dans le film ne diffère pas de l'image médiatique qu'on a des Marocains et des Mauritaniens.
Voilà. C'est juste mon... Oui, en fait, et pour moi, le cinéma, comme on l'a vu avec Godard, c'est aussi offrir d'autres types d'images, y compris si toi, tu veux parler de la rave au Maroc. Enfin, je suis pas opposé. Oui, sans doute, mais sans doute qu'il connaît le territoire très bien. Il répond le problème, à un commentaire qui dit qu'il a vécu 10 ans au Maroc. C'est une question de représentation. Voilà. Est-ce que le film n'a pas suffi? Oui, bon, écoutez... Vous êtes vilain. Moi, j'aimerais juste répondre à Clément, à un peu la conclusion de ton déroulé vis-à-vis de Sorcerer, où j'ai l'impression que ce qui quand même oppose formellement les deux films, c'est en effet que Sorcerer, presque à la Herzog, tire sa métaphysique et son immensité de la simple matière même. Il y a un truc il suffit de filmer le réel pur pour que s'en dégage quelque chose. La matérialité de ce camion qui traverse le pont, et tu filmes tous les détails qui font cette sorte de peinture incroyable, créer une sensation de vulnérabilité face à la nature et de petitesse, quoi. Là où j'ai l'impression que la matérialité dans Sirat, elle sert à créer autre chose, qui est donc cette spiritualité et ce rapport à la mort, à la vie, au deuil, qui lui est le sujet de Sirat et n'est pas le sujet de Sorcerer. Mais un peu quand même, non ? Dans Sorcerer ? Bah, il y a quand même un peu cette idée que... et tu vois, et pour le coup, ça vient d'un argument qui est un argument de scénario, mais qui repose sur un truc matériel, qui est cette idée de la nitroglycérine, tu vois. De dire que finalement, en chargeant les camions... à tout moment. Exactement, en chargeant les camions de cette matière-là, ça donne à la quête tout entière un soupçon un peu de... je sais pas si c'est de métaphysique, mais en tout cas, la confrontation avec l'absolu que serait la mort à chaque mètre que parcourt le camion. Mais en même temps, tu vois, là, si on repart un peu sur un truc de ce à quoi on s'attend en regardant un film, etc., j'avais pas vu Le Salaire de la peur, mais on sait pertinemment que Roy Scheider, il va arriver à la fin, quoi. On le sait un peu parce qu'on a l'habitude de voir des films américains et qu'on... Mais tu vois, là précisément, et je rebondis sur le commentaire de Thomas, je crois, finalement, peu importe, et c'est là où je trouve que finalement, pour moi qui préfère Sorcerer, la réussite de Friedkin m'apparaît d'autant plus grande, c'est que moi je peux revoir Le Salaire de la peur plusieurs fois, et même si je sais qu'il va s'en sortir, j'ai ce frisson métaphysique, alors que à mon avis, Sirat ne tient pas du tout au revisionnage. Mais c'est marrant parce que j'en ai entendu plutôt l'inverse de plusieurs, même je sais plus qui a écrit pour Libé, en parlant du fait que justement c'était presque un film qu'il fallait revoir 2 fois, dans un premier temps pour encaisser le choc et profiter du choc tel quel, et ensuite dans un second temps pour presque comprendre les mécaniques spirituelles. Je me méfie des injonctions au revisionnage depuis Megalopolis. C'est super. Mais les garçons, je serais pour qu'on passe au jeu. Parce qu'il faut que... C'est là où on voit le faux. C'est-à-dire que t'as parlé pendant des heures tout à l'heure. Oui, je suis vachement faux. Est-ce que Clément, t'as peut-être pas envie de dire les 2 points que t'as trouvé beaux, que t'as mentionnés si tu veux, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour quand même faire un monde honorable. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2 idées de cadres très spécifiques que je trouve assez belles autour de la question de la musique, qui serait une première quand ils mettent en place au tout début les enceintes, où Latché filme les couches de sédimentation, enfin on voit un peu en coupe les roches, etc. Et donc il y a cette première idée que finalement ça matérialiserait visuellement un peu les ondes sonores, quoi. Et un peu plus tard il y a ce même jeu assez direct avec dans la bande-annonce, c'est ça, avec le défilement des lignes blanches sur la route qui épouse un petit peu, en tout cas il y a une correspondance, les rythmes de la musique et des nouveaux sons qui s'ajoutent. Bah même pendant qu'on l'écoute, d'abord, ça commence sur une série de petites lignes, et ensuite ça devient une ligne continue au moment précisément où le beat change. Exactement. Et donc je trouve que ça c'est une idée assez, 2 idées assez intéressantes pour justement finalement aller vers une forme de transcendance où cette musique serait aussi un rituel qui est appelé par le décor lui-même et qui va un peu sur la piste de cette espèce de décor plus abstrait finalement que réel, quoi.